Oui, je suis François Prudhomme, je suis phytosociologue, amateur botanique national des Pyrénées et de l'Île-Pyrénées. Je présente un travail sur les pavements calcaires, l'habitat Natura 2082-40. C'est un travail qui a été mené avec tes collègues du Muséum national d'histoire naturelle de l'UMS Patrimoine, Vincent Godilla et Lucille Boudet. Et c'est un sujet qui essaye de clarifier la définition du 82-40 des pavements calcaires aussi sur les bêtes directives, et en particulier de soulever des critères d'éligibilité dans le massif des Pyrénées, de façon à pouvoir intégrer cet habitat au site Natura 2000 et au plan de gestion des sites Natura 2000 de Skerretra. Alors on a dans les convergences botaniques toujours des thèmes récurrents. On veut qu'à chaque fois les programmes soient variés. Et de façon systématique, il y a au moins une conférence de phytosociologie sur l'étude des végétations. Et donc cette année, c'est François Prudhomme du CBN Pyrénées-Midi-Pyrénées qui va venir nous parler des pavements calcaires des Pyrénées et des communautés végétales associées. À toi, François. Ça va, merci. Je suis petit, mais ça va. Merci beaucoup, bonjour à tous. Merci beaucoup de me permettre d'intervenir dans ce cadre incroyable qui participe aussi à mon intimidation. Je trouve que c'est très impressionnant vu d'ici. Puis je suis intimidé aussi par les deux présentations précédentes qui montrent des synthèses à l'échelle biogéographique sur des travaux de plusieurs années, les travaux sur des enjeux de la biodiversité dans le monde entier. Et moi, j'arrive avec une petite anecdote administrativo-naturaliste, donc je suis très intimidé quand même. Et puis les encouragements, les faux encouragements de Nicolas Leblond, qui est mon collègue et un ancien ami maintenant du coup, me disant « mais si, vas-y, tu as découvert qu'il y avait du calcaire dans les Pyrénées ». Bon, ne me rende pas plus à l'aise, mais j'imagine que c'est trop tard pour me défiler. C'est trop tard pour me défiler. Donc, par contre, il y a deux collègues qui, eux, se sont défilés. C'est Vincent Godilla et Lucille Nivelet, avec qui je partage quand même cette communication. Ils sont deux collègues du Muséum d'histoire naturelle de l'UMS Patrimoine et qui ont travaillé avec moi sur cette question donc des pavements calcaires dans les Pyrénées, les communautés associées et le lien avec la politique Natura 2000. Et c'est notre rôle de conservatoire botanique de faire le lien entre des politiques publiques et de la conservation in situ sur le terrain. Et de faire ce lien-là n'est pas toujours évident. Donc pour un petit rappel, même si l'essentiel d'entre vous connaissent certainement déjà les rouages, vous avez parlé tout à l'heure des textes fondateurs de 92, Natura 2000, un de ces héritiers-là, avec la directive Habitat, son annexe 1, qui nous dit quelques habitats dits d'intérêt communautaire, qui, au sein de l'Union européenne, méritent notre attention et des politiques de conservation. L'intérêt de cette politique Natura 2000, c'est de s'appliquer sur des domaines biogéographiques, donc on ne parle plus forcément à l'échelle des frontières, mais à l'échelle biogéographique. Ça, c'est intéressant quand même, ça veut dire qu'on se réunit entre États membres concernés par un même domaine biogéographique régulièrement pour essayer d'envisager les bonnes stratégies de conservation de ces habitats de l'annexe 1. Et c'est sur la base de cette annexe également que se sont construits les sites Natura 2000 qui constituent le réseau d'espaces protégés le plus important du monde. Chacun des habitats de la directive donc, est décrit dans son annexe, qui quand même, j'essaye de faire une analogie régulièrement pour bien faire comprendre. C'est comme si l'Union européenne nous disait de protéger un certain nombre d'espèces et nous fournissait pour ça un lot de photos floues sans nous donner de nom. Donc il y a forcément un travail d'interprétation pour se dire mais quelle espèce ils veulent qu'on protège exactement, et des fois on n'interprète pas tous les choses de la même façon au sein d'un pays et entre États. Et donc il y a des arbitrages à faire à un moment donné, ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça que ça fonctionne, et qu'à un moment donné il faut se mettre d'accord sur des interprétations. Et pendant longtemps, les répartitions nationales étaient un socle d'utilisation de l'annexe 1. On utilisait les habitats au sein d'un pays que s'ils avaient été officiellement reconnus dans notre territoire. Pour faire ce travail d'interprétation des habitats, il y a une coordination au Muséum d'histoire naturelle qui est opérée, et c'est là que travaillent mes deux collègues Lucille et Vincent dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a des cahiers d'habitat qui sont des documents qui permettent de réinterpréter un petit peu les éléments très succincts de la directive Habitat pour essayer de comprendre un petit peu mieux comment sur le terrain repérer ces habitats d'intérêt communautaire. Et puis il y a un groupe de travail, je vous dis, puisqu'il faut faire de l'interprétation pour être sûr qu'on se comprend tous de la même façon quand on parle d'une végétation et d'un habitat qui doit être protégé par Natura 2000. Et c'est très officiel à un moment donné, puisque les États se sont engagés à la conservation de ces habitats et que tous les 6 ans, il nous est demandé par l'article 17 de la directive de montrer qu'on a bien travaillé à la conservation de ces végétations, de ces habitats. C'est l'exercice du rapportage. Je
parlerai peut-être de temps en temps de rapportage dans mon exposé. Vous saurez que c'est cette échéance tous les 6 ans que l'on a de rendre des comptes vis-à-vis de la Commission européenne en disant voilà ce qu'on a fait pour conserver nos habitats, voilà où est-ce qu'on en est de l'état de conservation de nos habitats. Alors l'épavement calcaire dans cette histoire, c'est un habitat qui est reconnu par la directive Habitat dans son annexe 1. Elle met même une petite astérix à côté du code très administratif de 8240. Cette astérix, elle veut dire que c'est un habitat prioritaire pour l'Union européenne. Et dans sa définition initiale, on pourrait se sentir concerné en France par l'aspect géomorphologique de la description, mais il y a des localisations géographiques qui semblent limiter la répartition à l'Irlande, la Grande-Bretagne et la Suède. Donc pendant un moment, on a pensé que la France n'avait pas le droit de jouer à l'interprétation de cet habitat de la directive parce que tout simplement, on n'était pas concerné en tant qu'État membre. Mais en fait, les descriptions et les échanges au sein des séminaires biogéographiques dont je parlais tout à l'heure ont montré que cette limitation qui était dans les textes n'était pas à prendre au pied de la lettre et qu'il était possible d'ouvrir les pavements calcaires à d'autres territoires pour engager des mesures de conservation de ces habitats. La description donnée par la directive est toujours très succincte, mais la façon originale dont elle est présentée pour cet habitat-là, c'est que c'est l'aspect géomorphologique qui est mis en avant en premier, et ça en fait une originalité, et ça a fait émettre des hypothèses de présence en France, parce qu'il y avait des lapias. Voilà, je n'ai pas inventé la présence de ces lapias en France, il n'y avait pas besoin de ça, on savait qu'il y avait des lapias en France, qu'on n'était pas sûr, c'est de pouvoir les classer dans le 8240. Sur le terrain, pour faire remonter des informations sur des habitats d'intérêt communautaire et mettre en place des politiques de protection, il faut s'assurer que le codage est le bon. Or, donc, heure 28, le manuel d'interprétation de la directive ne clarifiait pas la situation française. Les cahiers d'habitat les ont oubliés, ils n'ont pas traité le 8240. Donc en France, on avait l'impression qu'on confirmait le fait qu'il n'y en avait pas. Et les répartitions qui étaient données par les séminaires biogéographiques pour essayer d'avancer un peu sur cette répartition mentionnaient les Alpes, et ouvrait donc la porte à travailler ça en France, mais n'identifiait rien du tout dans les Pyrénées. Donc entre ces documents, puis on voit aussi des cartes européennes qui sortaient lors des rapportages où la France était présente par les Alpes, mais pas par les Pyrénées non plus. Donc se poser la question, enfin voilà, il y avait plusieurs questions qui se posaient autour de la façon d'interpréter cet habitat de la directive, et un éclaircissement était nécessaire. Ça a été identifié il y a plusieurs années, et il y a un premier rapport qui a été fait par le Muséum d'histoire naturelle pour essayer justement d'affirmer que c'était un habitat français et qu'il n'y avait pas de raison de l'exclure. Il a rappelé ces grandes règles d'éligibilité de façon générique, avec le côté géomorphologique qui est mis en avant, donc ces grands lapias, c'est là où il y a plein de dénominations qui sont possibles, mais ces grands paysages, c'est incroyable, de tabulaires calcaires, sont des résidus de grands socles sédimentaires érodés par les glaciers, et ensuite avec des systèmes de failles qui se sont instaurés et qui s'élargissent pas par écartement, et qui s'élargissent par érosion liée à l'eau, et qui forment ce type de paysage assez incroyable. Donc c'est ça que vise la directive, mais c'est une directive habitat, donc elle parle également de végétation, en disant qu'il y a peu de couvert végétal, mais qu'il y a des végétations qui participent à ça, que pour rentrer dans l'habitat 8240, il faut qu'il y ait un pendage modéré, les falaises ne sont pas considérées, les sols sont généralement absents, l'étage est de colénéen à l'alpin, et un site de référence est cité pour la France, c'est le désert de Platée en Haute-Savoie. Dans ce rapport, la Pierre Saint-Martin est également citée. Donc la Pierre Saint-Martin, ça c'est dans les Pyrénées-Atlantiques, c'est les communes de Arrête, la Pierre Saint-Martin et l'Essatas. Et d'autres mentions sont faites dans les Pyrénées, mais sans qu'il y ait véritablement de validation de comment est-ce qu'on a déterminé si l'habitat était bien le 8240 ou pas. C'était juste des hypothèses qui étaient portées par ce document, mais ça nous ouvrait au moins la porte de travailler sur les Pyrénées. Le site de référence dans les Pyrénées, c'est la Pierre Saint-Martin, donc vous le connaissez peut-être. Si vous ne le connaissez pas, le collègue invité à aller prospecter dans le Sahara, moi ça me fait rêver, mais je me dis que ça ne doit pas être facile. Là, c'est très accessible, c'est absolument incroyable également comme paysage. Moi, pour des gens qui viennent dans les Pyrénées pour la première fois, qui n'ont jamais vu les Pyrénées, qui n'ont jamais arborisé dans les Pyrénées, c'est un site vers lequel j'invite les gens d'aller parce que c'est incroyable au niveau du paysage et ce concentre-là, toutes les endémiques de nos Pyrénées atlantiques sont concentrées sur ce site-là, en tout cas les calcicoles, et tout ça dans un paysage absolument merveilleux à partir du moment où on a dépassé la station de ski. Donc un site remarquable par sa surface, par la diversité des végétations qui y sont hébergées, puis par ce côté
charismatique de la Pierre Saint-Martin, connue pour cet ensemble de la pièce. Alors il y avait déjà des travaux, les travaux du muséum ont encouragé des travaux locaux. Il y a eu les travaux de Delphine Fallour-Rubio qui est ici, qui a travaillé avec l'ONF un rapport sur ces stations-là, et puis un travail complémentaire qu'on avait fait en 2015. Mais se poser la question, maintenant du coup qu'on avait le droit de jouer à l'interprétation de cet habitat dans les Pyrénées, se dire mais est-ce que du coup il y a du 82-40 ailleurs, en dehors de ce site prestigieux de la Pierre Saint-Martin, ça a été le sujet de nos prospections dans les années 2018 et 2019, en se disant essayons d'éprouver les règles très générales, très génériques, très peu précises de la directive, un peu améliorée par les documents du muséum et les éléments qui s'étaient constitués lors des séminaires biogéographiques, mais essayons d'affiner un petit peu les critères pour dire est-ce que oui ou non j'ai un habitat qui est prioritaire pour la directive et est-ce que je peux enclencher des politiques de conservation de façon solide. Donc essayer de constituer des règles de décision sur les végétations qu'on pensait pouvoir être rattachées à ce type d'habitat. Donc on a fait appel à notre réseau Natura 2000 pour identifier des formes géomorphologiques identiques et se dire qu'il y avait des endroits où on allait pouvoir prospecter et rechercher ce type d'habitat. On a essayé d'établir une grille de description d'aide à la décision qui soit basée à la fois sur de la géomorphologie et sur de l'écologie, et puis une méthode de description qui va peut-être plus vous parler en tant que naturaliste, qui est basée sur la symphytosociologie. Je vais décrire un petit peu les outils qu'on a utilisés, mais en fait l'originalité de ces lapias, c'est d'avoir plein de végétation imbriquée, et la symphytosociologie, c'est d'aller relever les différentes communautés végétales qui sont présentes dans un biotope. Alors pourquoi est-ce que là, cette méthode d'approche était particulièrement intéressante? C'est parce que justement, les végétations sont très imbriquées, c'est ce que je disais. Il y a des végétations sur les zones tabulaires, et puis ces failles qui sont plus ou moins larges hébergent également toute une diversité de végétation. Alors il y a un petit schéma là pour essayer de montrer où se place chaque communauté. L'originalité vraiment de ces lapias, c'est d'avoir en une surface très limitée une diversité maximale de communautés végétales qui cohabitent. Ça, c'est une vraie originalité de ces lapias. Les différentes végétations qu'on trouve sur les tabulaires, il y a les végétations de pelouse xérophiles, subapines, alors je parle pour les Pyrénées, du Festivsion scopariae, c'est les pelouses à fétuques de Gautier, pour ceux qui les reconnaissent de loin, parce qu'elles ont vraiment une forme très particulière sur des sols très maigres. Elles sont bien présentes sur ces tabulaires. Dès qu'il y a un sol un petit peu plus profond, c'est les pelouses mésophiles du Primulion intricatae qui s'installent, et parfois au fond des failles, quand la faille est suffisamment large. Il peut y avoir également ce type de pelouse qui s'installe, des pelouses presque fraîches. L'ensemble peut mener à des landes subalpines calcicoles, du Juniperion nanae. C'est pas très commun sur ces lapias, mais ça peut arriver. Et tout ça peut tendre vers des pineraies accrochées sur calcaire, qu'on retrouve quand même relativement peu parce que le sol est très maigre. Au fond des fissures, je vous disais qu'il y avait ces pelouses du Primulion intricatae qu'on pouvait retrouver. Selon l'exposition de la faille, on a des parois du Saxifragion médié, donc plutôt bien exposées, excusez-moi, ou des végétations de parois ombragées du Violocystopterilion. Les deux cohabitent à quelques mètres l'un de l'autre. Au fond de la faille, si la faille est plus confinée, des mégaphorbiers vont se retrouver. J'ai laissé traîner un vieux nom, là, mais c'est l'Adenostyllion pyrénaïcae qu'il faut lire. Et puis, aux alentours, d'autres communautés peuvent s'associer, en particulier des communautés d'éboulis, de Libérilion spatulaté. Ce qui est vraiment remarquable, c'est la diversité des communautés en si peu de surface, et avec une répétition de ces communautés qu'on retrouve régulièrement. Donc ça, c'était la justification d'utiliser la symphytosociologie en se disant, quand je vais aborder un site, je vais essayer de répertorier toutes les communautés qui sont présentes pour voir la complétude de l'écosystème. Comme le code 8240 est suspendu à des critères géomorphologiques, il fallait aussi avoir une petite grille pour aborder tout ça. Donc le côté pendage, le côté typicité géomorphologique, la surface, s'ajoute à ce que j'ai déjà décrit de la diversité des communautés. L'état boisé aussi, qui est exclu par la directive Habitat, devait être pris en considération. On s'est rajouté les espèces patrimoniales, parce que sur le site de la Pierre Saint-Martin, c'est tellement spectaculaire qu'on voulait le mettre en avant, et puis les éventuelles dégradations qu'on pouvait trouver. Alors quand on va sur le terrain, du coup, on est d'abord très content parce que d'un point de vue floristique, c'est magnifique. Alors je vais aller très vite parce que sinon je vais consommer tout mon temps là-dessus, mais l'Iberis spatulata qui est en haut à gauche, bon, il est plutôt sur les éboulis, mais sur le reste des lapias, il y a aussi Iberis
bernardiana régulièrement. Sur les pelouses maigres, l'Androsas villosa a vraiment une place assez structurante, assez originale. D'ailleurs, vous verrez tout à l'heure qu'on a décrit une communauté nouvelle à Androsas villosa sur ces lapias. La Saponaire cespiteuse également, pardon. Géranium cinereum sur les parois plutôt bien exposées. L'anémonie narcissiflora sur les pelouses plutôt à sol profond. Et Dryopteris submontana dans les failles, qui est une vraie originalité et dont la majorité des stations finalement de nos Pyrénées centrales se retrouvent dans des formations lapiasées. L'Antilis montana, juste pour le paysage parce que c'est joli, il y a des Oxytropis, il y a Neglecta, il y a Foucaudi, qui sont dans ces pelouses écorchées. Le magnifique Bucloides gastoni, qui est vraiment un de nos joyaux de la flore des Pyrénées-Atlantiques. L'Athyrus vivanti au fond des failles, Timéléade nivalis sur les parois, et puis l'emblématique Saxifrage à longue feuille. Bon, pour dire qu'il y a de quoi se faire plaisir d'un point de vue flore, et ça constitue des végétations originales. En multipliant nos observations sur ces lapias, on a donc constitué des relevés de végétation originaux avec la description d'une nouvelle communauté, le Gentiano androsacetum, qui est une originalité des Pyrénées-Atlantiques. Je ne rentre pas dans la description de sa communauté, je préfère passer un petit peu de temps sur ce tableau, qui est donc un tableau de relevés symphytosociologiques. Pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude, peut-être que vous connaissez au moins les tableaux phytosociologiques, où on a les espèces en ligne, les relevés qu'on a fait en colonne, et à l'intersection, l'abondance des plantes qu'on a vues codées par un coefficient. Et on rapproche les relevés qui se ressemblent pour dire, ah bah tiens, ça fait plein de fois que je vois à peu près la même communauté végétale, je vais donner un nom à cette communauté végétale. Et on peut faire la même chose en remplaçant les espèces des lignes par des communautés végétales, et en disant, j'aborde un biotope en listant les communautés qui cohabitent les unes avec les autres. Et donc les colonnes restent des sites, et vous voyez bien qu'il y a un certain nombre de communautés, les 6 premières lignes ou les 7 premières lignes, qui sont des fidèles à plusieurs sites et qui semblent constituer du coup un groupe très caractéristique de ce que pourraient être les pavements calcaires décrits par la végétation. Une combinaison de communautés qui semblerait optimale pour décrire peut-être le 82-40. En tout cas, c'est l'objet, c'est l'idée d'avoir utilisé la phytosociologie pour ça, c'est d'apporter des critères objectifs à la délimitation du 82-40. Vous avez peut-être compris dans mon cheminement que les éléments encadrants étaient très flous et qu'il fallait construire des règles de décision. Et peut-être que la complétude des communautés basée sur ces observations et sur cette synthèse va permettre d'aider à la décision pour dire si oui ou non on a un pavement calcaire éligible à la directive ou pas. Et là, pour le coup, si on est dans des sites qui sont plutôt à gauche de montrée verticale, on pourrait imaginer que la complétude des communautés soit réunie pour dire oui, on est bien dans du 82-40, alors qu'à droite, on aurait un argument objectif pour rejeter éventuellement le classement dans le 82-40, avec des communautés du coup plus ou moins spécialisées qui cohabiteraient. La petite grille d'évaluation dont je parlais tout à l'heure, on lui a donné aussi un pouvoir de décision en essayant de trouver, alors vous allez me dire c'est pas beaucoup plus net entre nul, moyen et fort, chacun peut y voir aussi du flou et on pourrait faire un groupe d'interprétation de ça, mais bon quand même on va essayer d'avancer en se disant qu'on laisse la liberté aux naturalistes de terrain d'arbitrer, mais on lui donne quelques indices. L'état boisé, celui qui est recherché, c'est un état boisé nul. S'il est moyen, c'est pas bien grave. Par contre, si c'est fort, on souligne parce que ça exclut le 82-40. Le pendage, s'il est nul, c'est mieux. Si c'est moyen, c'est pas terrible, mais c'est pas grave. Si par contre il est fort, ça exclut. La typicité géomorphologique, même chose, de bon à mauvais. Si c'est mauvais, ça peut pas réunir les critères du 82-40. Et la question de la surface également, il faut que la surface soit suffisamment importante. Le recouvrement des végétations, il ne faut pas qu'il soit trop fort, sinon ça veut dire que c'est une pelouse et que c'est plus un lapias. La diversité des communautés, je vous en ai parlé, avec la faiblesse de la diversité qui pourrait être un critère d'exclusion. Et puis 2 critères qui sont plus pour parler d'état de conservation. Est-ce qu'on est dans un beau pavement ou est-ce qu'on est dans un pavement un peu moyen, en allant rajouter des critères sur les espèces patrimoniales et sur des degrés de dégradation. Je vais accélérer un petit peu parce que je suis en train de prendre trop de temps, mais je vais présenter les différents sites sur lesquels on a confronté ces règles-là à la réalité du terrain et où on a pu valider du coup du 82-40 à certains endroits et puis en invalider à d'autres. Là, on n'est pas très loin du site mère de la Pierre-Saint-Martin avec l'aquare de lac d'Arlay qui n'est pas très loin dans les Pyrénées-Atlantiques et puis les lacs d'Ayouz que vous connaissez peut-être ou à côté du lac Paradis, il y a un joli pavement. Et là, ça réunissait tous les critères. Donc pour nous, c'est du 82-40, pour tous les critères dont je parlais tout à l'heure,
le pendage, la surface boisée qui est faible, les végétations sont faibles. D'ailleurs, c'est assez remarquable. Il y a souvent du muguet dans ces lapias. Pour moi, ça a été une surprise de voir que c'était des stations privilégiées de ce muguet qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans ces conditions. Il est très fidèlement associé là. Donc là, des critères qui allaient tous bien par rapport à ceux que je vous ai donnés dans la grille géomorphologique et symphytosociologique. Et en reprenant ces mêmes critères, c'est illisible, mais c'était juste pour me faire un petit mémo, ça permet aussi d'aller établir un état de conservation. C'est aussi une mention qui est demandée dans la directive Habitat, c'est d'établir l'état de conservation avec les mêmes critères qu'on remobilise. On peut facilement établir une grille d'évaluation de l'état de conservation. Prospection positive, pas dans les Pyrénées-Atlantiques, je me suis trompé, c'est dans les Hautes-Pyrénées, Gavarnie quand même. Là aussi, un site qui était mentionné dans la bibliographie, mais dont on n'avait pas de description pour savoir si oui ou non ces lapias pouvaient rentrer dans le 82-40. Avec les règles qu'on a établies, dont je vous ai parlé, le site de Gavarnie, il y rentre pleinement, l'ensemble des communautés est présente et toute la géomorphologie est respectée. Quelques prospections négatives qui permettent de donner des critères localement aux naturalistes et aux gestionnaires d'espaces naturels qui sont souvent obligés de se reposer sur la directive Habitat, donner des exemples de quand on pourrait penser en avoir parce qu'on a du calcaire et un petit peu de lapias, mais tous les critères ne sont pas réunis. Un critère particulier sur la typicité géomorphologique et la discontinuité des affleurements rocheux. Si c'est trop éparpillé, la directive l'exclut, ça, donc on ne peut pas le retenir. Donc ce site-là, la Théoulière, qui est dans la vallée de Campan, dans les Hautes-Pyrénées, ne pouvait pas réunir ça, c'était que des petits morceaux de lapias éparpillés, et avec trop de végétation entre. En Haute-Garonne, sur le massif de l'Escalette, il nous avait été fait mention aussi de possibles 82-40, on n'a pas pu le valider du fait d'un pendage trop élevé, on est plutôt sur de la falaise lapiasée. Des magnifiques sites sur le massif du Paloumer, toujours dans la Haute-Garonne, où il y a vraiment des gouffres dans tous les sens, c'est un lapias extraordinaire, mais totalement boisé, et donc ça ne peut pas rentrer dans le 82-40. Un peu la même chose, toujours en Haute-Garonne, sur le pic de Gare. Là, on est plus sur le versant nord. Tout à l'heure, on était à l'Escalette, qui n'est pas très loin. Et là, c'est plus l'état boisé qui pose problème également, et la discontinuité des affleurements rocheux. Penne Blanc, c'est toujours le massif d'Arbas, et là, c'était de la discontinuité et trop peu de communautés végétales réunies. Et par contre, en Ariège, là, on voit un nouveau massif qui respectait toutes les conditions, qui était dans le port de Salaou. Très joli, et donc qui intègre le 82-40 à un endroit où on ne l'attendait pas, puisque ça commence à être beaucoup plus à l'est que ce que les premières cartes nous permettaient d'identifier. Bon, la petite aventure que je voulais vous raconter, elle s'arrête là. Elle était juste pour dire comment est-ce que d'une directive, sans trop de cadre et avec la main sur plein d'interprétations, on nous laissait un champ d'investigation localement pour faire valider la présence d'un habitat d'intérêt communautaire, qui est ensuite le socle de politique de protection de la nature. Malgré tout ces règles qu'on a dessinées là, dans cette expérience pyrénéenne, il faut qu'on les fasse valider à l'échelle nationale, qu'on puisse les intégrer du coup à la rédaction des cahiers d'habitat V2, c'est ce qu'on est en train de faire, ça serait l'horizon 2028 pour que tous les cahiers d'habitat français soient refaits d'ici cette échéance. Donc on intégrera le 82-40 et peut-être qu'on proposera ces règles d'éligibilité, ce qui nous permettra d'intégrer le 82-40 dans le rapportage, ça c'est le côté administratif, mais qui permettra surtout, excusez-moi, je passe sur celle-ci, ce qui nous permettra surtout de proposer aux sites qui hébergent du 82-40 d'engager des réflexions sur des politiques de conservation, le classement dans Natura 2000, permettant l'éligibilité à pas mal d'actions, de mesures, de désignation de sites et de discussions sur les bonnes modalités de gestion de ces sites-là. Il y a, malgré le côté très primaire de ces habitats, plusieurs menaces qui se posent. Ce sont souvent des sites touristiques très fréquentés, avec parfois pas trop de respect, ni de la géomorphologie, ni des communautés végétales abritées. Donc ça, c'est ce qu'il nous reste à faire maintenant. Je voudrais remercier tous les informateurs qui nous ont permis de faciliter les prospections sur le terrain. Hubert Mouraine de l'ONF, Delphine Fallour-Rubio de l'ONF, Gilles Coriol du CBN, Bruno Durand du CBN, Basile Fayet du PNR Pyrénées-Ariégeoise et Jean-Michel Part de la REMIP. Et encore merci à vous de votre attention. C'est quoi la différence entre les pavements calcaires dans les Pyrénées et dans les Alpes, du coup? Est-ce qu'il y en a des grosses, bioclimatiques, géomorphologiques, ou même de végétation?
Alors, je ne connais pas bien les pavements calcaires des Alpes. C'est certainement des communautés différentes. Celles qu'on a répertoriées dans les Pyrénées sont quand même beaucoup de communautés endémiques aux Pyrénées. Donc, on va avoir à peu près les mêmes compartiments stationnels, mais des communautés, des associations végétales qui vont être différentes. Et après, c'était plus une question de règles d'éligibilité qui faisait qu'on n'arrivait pas à faire rentrer les Pyrénées dans le monde du 82-40, alors que dans les Alpes, grâce à un site, le désert de Platée, qui avait été un haut charisme, c'était rentré plus facilement. Et donc, historiquement, les Alpes mentionnent cet habitat plus que les Pyrénées, mais c'est une différence qui est purement administrative, qui n'est pas ni géomorphologique ni naturaliste. Donc, de mon point de vue, qui ne suis pas géomorphologue, j'ai l'impression que ce sont deux conditions très proches entre celles des Alpes et celles des Pyrénées, et des communautés végétales voilà, qui sont celles de leur territoire. Par rapport à cet habitat, est-ce qu'il y a des menaces identifiées particulières? Parce que j'imagine que au niveau anthropique, c'est pas la menace principale. Et est-ce qu'on a des solutions pour préserver cet habitat en particulier? Alors c'était pour illustrer quelques menaces quand même que j'avais fait cette diapositive. C'est vrai que d'un point de vue de l'évolution naturelle et de la gestion courante de ce type d'habitat, on peut se dire qu'on n'a pas trop de préoccupations à avoir. C'est un habitat primaire sur lequel les végétations sont assez stables. Donc, quelle que soit la gestion courante qui est menée, on n'est pas comme sur des estives où la fermeture du milieu sera engagée, c'est en cas de déprise. Là, on est des sites plutôt primaires. Mais c'est des sites souvent très attractifs d'un point de vue touristique. Le site de la Pierre-Saint-Martin, qui est quand même le site majeur des Pyrénées françaises, l'illustre vraiment. C'est un immense massif et je le disais sans plaisanter tout à l'heure, vraiment c'est un site magnifique, mais il faut quand même passer la station de ski qui est une vraie agression du milieu. Alors ça a d'autres impacts positifs certainement pour certains, mais d'un point de vue naturaliste et d'un point de vue biologique, la station de ski, elle impacte énormément. Alors beaucoup de fréquentation, ça veut dire plein de déchets au fond des failles, ça veut dire plein d'érosion, ça veut dire plein d'aménagements secondaires, puis tertiaires, puis voilà, du développement en permanence. Ça veut dire quand même sur le milieu, en effet, une vigilance à avoir. Et quand on regarde la chaîne des Pyrénées, on a des sites Natura 2000 très bien représentés, mais le site de l'arrêt de Pierre-Saint-Martin a été bien évité, certainement pour des enjeux politico-économiques. Mais en tout cas, du coup, il n'y a pas d'outils pour protéger directement cet espace-là. Et la majorité des sites à prospection positive qu'on a montrés là sont des sites accessibles, souvent un peu charismatiques localement. Ça ne veut pas dire qu'il faut y mettre une protection forcément très stricte, mais éviter ce genre de débordement serait intéressant. Et c'est souvent hors site Natura 2000. C'est des sites qui ont échappé au site Natura 2000 parce que non identifiés par cette codification qui nous oblige. Il y aura potentiellement du coup une inscription de ces pavements dans le futur? Oui, c'est-à-dire que maintenant, si on officialise 82-40 prioritaires, on peut imaginer avoir quelques arguments pour faire des extensions de sites ou pour créer des nouveaux sites. On ne sait jamais si le vent va dans ce sens-là. Oui, merci pour la présentation. Je voulais savoir, pour éviter la subjectivité dans les tableaux d'inclusion-exclusion avec faible, moyen, fort, si vous aviez développé des paramètres mesurables, des métriques, par exemple pour le côté arboré, le nombre de stères à l'hectare ou d'autres paramètres qui permettraient de comparer avec des mesures plus précises que moyen, faible. Oui, alors on pourrait faire le même discours sur les 233 habitats de la directive. Chacun nous demande d'évaluer l'état de conservation avec des paramètres qui sont tous un peu subjectifs et sur lesquels c'est toujours très compliqué de mettre des seuils. Alors là, comme on était en train de, si j'ose dire, débroussailler la question, on s'est limité à ce qui est le plus confortable. C'est juste de dire voilà le paramètre qui nous semble pertinent et voilà une façon de le réfléchir. Aller mettre des seuils, c'est toujours beaucoup plus compliqué parce qu'à quoi se rattacher, pourquoi dire à tel moment oui, à tel moment non. Bon, non, on n'est pas allé jusque-là pour l'instant et j'ai pas trop pour l'instant de motivation à le faire. D'accord, mais ça pourrait permettre des comparaisons plus précises au niveau national entre la Haute-Savoie, le Jura et les autres sites nationaux et européens. Oui, alors je pense qu'après dans le descriptif des communautés, l'organisation des communautés au sein de ce biotope, on a des outils objectifs de description des végétations et de l'organisation dans le biotope qu'on pourrait utiliser pour comparer les choses. Après, les critères pour dire c'est bon état, c'est mauvais état et faire des feux tricolores, ça c'est jamais très confortable et c'est jamais très naturaliste et pas toujours facile d'objectiver. Donc, c'est pour ça que sur ces histoires de seuil, je reste prudent, mais c'est en effet un chantier engagé. En tout cas, merci et bravo pour votre présentation.